Bonjour à tous. Alors, j'ai pris mon micro là spontanément, c'était pas vraiment prévu parce que j'ai envie de faire des vidéos, des contenus, même peut-être audio, peut-être que vous l'entendrez aussi en audio, exclusifs pour YouTube. C'est-à-dire que ce sera un contenu que je ne mettrai pas sur mon podcast en lien et un contenu que je partagerai peut-être sur Insta avec des réels, des courtes vidéos, mais voilà, que je diffuserai pas en entier sur Insta. De toute façon, en réalité, on peut pas diffuser des vidéos longues, sur Insta. Et c'est surtout un moment là, spontané où j'ai envie de vous partager quelque chose que j'ai vécu avec mon fils, de 7 ans, la semaine dernière, vendredi soir. Parce que je pense que ça peut, vous aider aussi à comprendre, vos émotions et les émotions de vos enfants. Hem, alors je suis coach parental, depuis plusieurs années maintenant. J'ai 3 enfants, donc 2 aînés, des filles qui ont, 16, et 12 ans et mon garçon, donc le petit dernier qui a 7 ans. Et ça faisait longtemps, que j'avais pas vécu une crise, aussi intense de sa part. On dit souvent qu'à partir de 6 ans, c'est plus facile. Les enfants ont plus de facilité à réguler, leurs émotions. D'autant plus si dans la famille, on a mis en place une de la co-régulation avec ses enfants, une approche, compréhensive envers les émotions, une ouverture, un accueil des émotions. Heu, on va dire que c'est plus facile et c'est «plus rapide» entre guillemets. Mais et donc tout ça pour dire que vraiment depuis, quelques années, je me rends compte que, les crises, font plus partie de notre quotidien. Il y a des disputes dans la fratrie, il y a d'autres émotions, mais les crises, de frustration, les crises de nerfs, les crises de fatigue, elles sont vraiment, moins fréquentes. Et donc j'ai été, je sais pas, j'ai été un peu prise de court par l'intensité de la crise que j'ai vécue, vendredi soir avec mon fils et qu'il a vécue. Et j'ai envie de partager ça avec vous parce que, ouais, parce que je l'ai dit au début, ça peut peut-être vous aider. Pour recontextualiser un petit peu, donc c'était vendredi soir, je le récupère à l'école. Je le récupère, il est plutôt de bonne humeur, on fait un câlin, tout va bien. Et comme tous les vendredis, on a un petit rituel dans la famille, c'est que le vendredi, on achète un goûter un peu spécial, on appelle ça, le vendredi, cochonnerie parce qu'on voilà, on se fait plaisir, on achète un peu des merdouilles et après il a un temps d'écran, pareil pour mes aînés. Et pareil pour nous les parents qui relâchons la pression aussi le vendredi soir. On a toujours un sas comme ça de décompression, le vendredi soir où chacun fait un peu ce qu'il veut, mange un peu ce qu'il veut, voilà, on l'attend avec impatience ce moment-là. Et donc ce vendredi-là, j'avais prévu, un goûter spécial pour lui et on avait quand même rendez-vous chez le coiffeur avant de pouvoir rentrer à la maison. Et donc je lui dis: «Donc il y a ton goûter qui t'attend dans la voiture et rappelle-toi, on a rendez-vous chez le coiffeur, donc on va pas rentrer tout de suite à la maison». On arrive dans la voiture, il ouvre sa boîte à goûter et il voit un super donuts chocolaté, voilà, trop content, vraiment, il saute de joie et il est super content et je lui dis: «Tu veux pas le manger?» Il me dit: «Non, je le mangerai après tranquillement, devant la télé, quand on sera rentré à la maison». Donc un petit éclairage dans ma tête, je me dis: «OK, il a pas mangé, il aura pas mangé son goûter, j'espère que ce sera pas trop long chez le coiffeur» parce que ça, je le dis beaucoup en coaching et dans mes ateliers, mais on le sait, quand on a un besoin physiologique qui est pas comblé, enfant comme parent, on fonctionne mal et donc on est plus perméable à éventuellement des émotions fortes ou de la frustration, quand on a faim, par exemple, quand on est fatigué, quand on a besoin d'aller aux toilettes, voilà, tous les besoins physiologiques. Donc voilà, petit éclairage, ça aussi gardez-le en tête parce que c'est important pour vos enfants. Besoins physiologiques non comblés égale on fonctionne mal. Je me suis dit: «Bon, on va voir». On arrive chez le coiffeur et il y avait un peu d'attente, 15 minutes d'attente. Elle prend donc finalement mon fils et c'est une coiffeuse super chouette, une coiffeuse, qu'on connaissait pas mais qui voilà, qui avait, on voyait qu'elle avait l'habitude avec les enfants, contact facile, voilà, elle le met à l'aise, super souriante, super chouette. Et donc elle commence à lui couper les cheveux. Et mon fils a une grosse masse de cheveux, donc c'est long. Il commence à couper, nanana. On valide ensemble la coupe qu'il veut, hein, on fait comme d'habitude: «Oui, pas de problème maman, on fait comme d'habitude». Elle commence à couper, à couper, à couper et là, je le vois au fur et à mesure, il est face au miroir, et moi je suis derrière lui, donc je le vois dans le miroir et je vois qu'il commence à se décomposer, à
vraiment être, pas bien. Je me dis: «Ouh là là, c'est long pour lui, il doit avoir faim, il en peut plus, il prend sur lui là, mais ça doit être vraiment compliqué», et puis cette attente de vouloir faire son petit moment à lui aussi, hem et puis finalement, il a des larmes qui coulent comme ça sur ses joues. Ça n'arrive jamais. Je J'ai jamais vu mon fils pleurer comme ça, en silence et avoir des larmes qui coulent comme ça sur les joues. Donc je le regarde, je me dis: «Ouais, franchement, il a vraiment faim» et la coiffeuse qui le constate aussi, qui me dit: elle lui dit: «Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est la coupe de cheveux, ça te plaît pas?» et cetera. Moi, à 1000 lieues de me dire que ça pouvait être la coupe de cheveux parce qu'en fait, elle est en train de lui couper les cheveux comme d'habitude, donc vraiment je la rassure parce qu'il parlait plus. Il restait muet avec ses larmes sur les joues, chose que voilà, que j'ai pas l'habitude non plus de vivre ça avec lui, parce qu'il est plutôt loquace en règle générale et donc je pense pas que ce soit la coupe de cheveux, il y a pas de problème, hein. Je pense qu'il a faim, c'est la fin de semaine, on est vendredi, la fatigue accumulée, donc à mon avis, c'est juste la fatigue et je parle pour lui parce qu'à ce moment-là, il parlait pas. Donc elle finit, nanana, ça dure encore un moment parce qu'elle voulait bien faire, elle voulait bien effiler. Bon, il en pouvait plus, il faisait voilà, il se grattait les cheveux. Enfin voilà, je sentais que la cocotte minute, elle bouillait de l'intérieur, qu'il contenait, mais que ça n'allait pas du tout, quoi. Je dis rien, je dis: «Non», elle était très gênée, elle me dit: «Je suis désolée, j'espère que c'est pas la coupe et tout». Je dis: «Non, franchement, je pense pas que ce soit la coupe de cheveux, vous inquiétez pas, on paye, on sort». Il attend, qu'on soit quand même assez éloigné, du salon. C'est là qu'on voit que passé 6 ans quand même, il y a cette capacité cognitive, émotionnelle et comportementale de comprendre que s'il avait hurlé tout de suite sur le pas de la porte du coiffeur, ça aurait eu un impact peut-être, ça aurait peiné la coiffeuse ou ça aurait été compliqué. Donc il a attendu qu'on soit assez éloigné, qu'on soit presque à la voiture qui était quand même beaucoup, enfin quelques centaines de mètres plus loin. Et là, il a explosé: «Je déteste ma coupe de cheveux, c'est horrible, je suis laid maintenant, comment on va faire maman? C'est horrible!» Et il commence à pleurer à chaudes larmes et à vraiment, être très en colère, très, très en colère, limite crise de nerfs. On rentre dans la voiture, je dans ces moments-là, je la posture qui est intéressante à avoir, heu, c'est pas d'essayer de raisonner ou de relativiser, c'est de me permettre d'évacuer. Donc je dis: «Oh là là, mon cœur, je suis désolée, viens, rentre dans la voiture» et on se met à l'arrière, j'avance et moi je me dis dans ma tête: «C'est pas que ça, il a faim, il est fatigué, fin de semaine et cetera». Donc j'écoute, il s'énerve dans la voiture, j'avance et tout, il s'énerve très fort, chose encore une fois que c'est peut-être des années qu'il avait pas eu, comme ça ces émotions sens dessus dessous fortes, comme ça et je dis je prends la posture que je conseille d'avoir à mes clientes aussi dans ce genre de moment et d'attendre que ça passe, d'écouter, de pas juger, de pas relativiser, de pas dire: «C'est pas grave, ça va repousser» parce que souvent on fait ça, c'est une bonne intention qu'on a et je l'ai beaucoup fait avant et je vois vraiment la différence maintenant avec, le changement de posture que je peux proposer et que je peux avoir. C'est que, ça n'apaise pas d'entendre, «Mais c'est pas grave». C'est comme pour nous les adultes, si on a une grosse peine, on entend souvent, voilà, par exemple: «Peine de cœur, un de perdu, 10 de retrouvé». Bon, bah, tu viens de te faire larguer ou tu viens d'avoir une peine de cœur. Non, on n'a pas envie d'entendre un de perdu, 10 de retrouvé, on est mal, on a juste besoin d'être dans notre mal et d'avoir quelqu'un de bienveillant et de réconfortant, près de nous pour, accueillir notre peine et être, soutenant, dans ce moment-là. C'est un peu pareil pour ce qu'il était en train de vivre là. On peut transposer cette analyse-là, cette, anecdote-là à toutes les anecdotes où on a de la peine, où on est en difficulté. On n'a pas besoin qu'on relativise pour nous, on n'a pas besoin qu'on nous raisonne, on a juste besoin d'évacuer notre peine. Donc j'ai pris cette posture-là, j'avance avec la voiture, nin nin, OK et en fait, il pleurait: «Maman, c'est horrible, comment on va faire?» Et là, d'un coup, il switch, il me dit: «De toute façon, c'est ta faute. Je t'avais dit que je voulais pas aller chez le coiffeur. Je déteste le coiffeur». Je sais qu'il déteste le coiffeur. Le coiffeur, ça a toujours été un peu la bête noire, au moment où il fallait y aller. Il a jamais trop aimé ça, rester immobile, les cheveux, enfin voilà, tous les enfants, vos enfants, ça doit être pareil aussi, c'est pas un moment très agréable. C'est pas un moment qu'ils aiment beaucoup. Hem Et donc il commence à «m'accuser» entre guillemets, «C'est de ta faute, je t'avais dit, tu sais, regarde maintenant comme je suis laid, je voulais pas qu'on me coupe les cheveux, vous m'avez forcé, pourquoi vous me forcez?» Et là, j'arrive plus à être dans la posture d'écoute parce que je me sens
attaquer. Et c'est très intéressant parce que, je me sentais switcher, hein. Je sentais que là, il était en train de m'attaquer et que j'avais besoin de me défendre. Il m'activait, je pouvais plus être dans l'écoute et je pouvais plus lui permettre d'évacuer. J'avais besoin, en fait, moi aussi, enfin, j'ai commencé à me sentir emportée par ma colère. Et donc je me suis défendue. J'ai dit: «Mais pas du tout, enfin, tu on a validé ensemble que tu voulais bien cette coupe de cheveux. Je t'ai dit: "On prend rendez-vous chez le coiffeur"», tu as dit: «D'accord, et de toute façon, tu avais ta mèche devant les cheveux, c'est pas possible de garder, les cheveux devant les yeux comme ça. On est obligé à un moment donné de faire quelque chose parce que sinon tu vois rien, c'est voilà, c'est handicapant, je suis pas d'accord avec ça, c'est pas négociable que tu aies les cheveux dans les yeux comme ça». Heu et donc en fait, je suis activée, je suis sur les nerfs et j'arrive plus à l'écouter et donc forcément, comme je me défends et j'exige, il est encore plus en crise, ça ne l'aide pas du tout à se calmer, au contraire. «Mais non, vous comprenez rien et voilà et vous me forcez» et on est tous les 2 activés. On arrive, devant la maison, devant le portail et il est toujours aussi énervé et j'ai envie j'ai envie qu'il se calme, j'ai envie qu'il rentre dans la maison, j'ai envie qu'il arrête, en fait. Je suis tellement activée, j'ai tellement la 2e phase, là, où je me suis sentie accusée, ça m'a tellement énervée et activée que, je veux que ça s'arrête. J'en peux plus, en fait. J'en peux plus des cris, j'en peux plus des pleurs. J'ai pas réussi à l'apaiser. Je me sens en échec, je me sens activée, j'ai besoin que ça s'arrête. Et là, du tac au tac, je lui sors: «De toute façon, tu n'auras pas de temps d'écran parce que vu dans l'état de nerfs, dans lequel tu es là, les écrans, ça va ne faire qu'empirer. Donc il est hors de question que tu aies ton temps d'écran». Et je fais ça, sur le moment parce que je me sens démunie. Je me dis que il va s'arrêter parce qu'il aura envie d'avoir son temps d'écran, donc ça va calmer sa crise et en fait, ça n'a pas du tout l'effet escompté. Mon chantage, ma menace, comme il est vraiment très peiné, en fait, il est vraiment dans sa peine, il n'arrive pas à s'arrêter. Donc j'ai beau le menacer de lui enlever quelque chose qui est très important pour lui, il peut pas se calmer, il n'arrive pas à se calmer. Ou alors je sens qu'il essaie et puis en fait il arrive pas et moi vraiment j'utilise ce levier comme un automatisme hérité de l'enfance. Ça c'est quelque chose qu'on a tous vécu enfant, être menacé, avoir du chantage et qu'on fait aussi, que j'ai fait beaucoup, beaucoup avec mes enfants les premières années, de vie jusqu'à bifurquer et comprendre les enjeux, de l'accompagnement des émotions, de la co-régulation et à quel point c'est aidant et ça peut vraiment faire sortir de crise gagnant-gagnant et avec des compétences en plus plutôt qu'avec, de la peur et des émotions qui s'empilent comme ça. Parce que là, quand je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Il a un fort sentiment d'injustice. Donc peut-être il se serait arrêté, hein, là ça n'a pas été le cas, mais avec un sentiment d'injustice, maman me fait du chantage, je vais m'arrêter, mais pas parce que je me sens mieux, pas parce que j'ai évacué, le trop plein ou ma peine, ou je me suis sentie compris dans ce qui me peinait. Non, je me suis arrêtée parce qu'on m'a menacée et que, c'est important pour moi d'avoir ce petit moment que j'attends, depuis, toute la semaine et donc j'enfouis. Pouf! Je mets un couvercle, et à aucun moment, je me sens mieux. Et dans ces moments-là, en plus, hein, quand on fait ça, quand on met le couvercle sur les émotions de nos enfants, on voit, ça aussi c'est quelque chose que je fais constater beaucoup en coaching à mes clientes, on voit que ça ressort à un moment ou à un autre. Ça a besoin d'être évacué, une émotion. Une émotion pour tourner la page, il faut qu'elle soit vécue, il faut qu'elle soit évacuée et plus nous, le parent, on est en capacité, de permettre à nos enfants, de traverser leurs émotions en les accompagnant, plus on va éloigner les crises. Parce que ce qui se passe quand on constate dans la famille que les enfants font énormément de crises, c'est qu'en fait, ils ont jamais pu finir d'évacuer et donc ils vont empiler, 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 empiler et puis ça va sortir tout le temps, en fait. Ça va sortir n'importe comment. On sait même plus pourquoi l'enfant crise. On sait même plus vraiment ce qui se passe pour lui. Lui, il ne sait même plus vraiment ce qui se passe pour lui parce qu'en fait, on a fait qu'empiler, empiler, empiler, empiler et dans tous les cas, il faut se dire que il faut que ça sorte pour passer à autre chose, pour tourner la page. Une émotion, elle a besoin d'être évacuée, vécue
et après, qu'on ait un réconfort et c'est le parent pendant des années, hein, qui permet ça à son enfant et c'est comme ça que se passe l'apprentissage des émotions et qu'après on arrive à un stade où on n'a quasiment plus de crise, en fait, parce que, l'enfant a tellement compris comment il fonctionne et le parent a tellement su, permettre à l'enfant, d'accompagner, ses émotions que, l'enfant il est capable de formuler autrement qu'en crisant et c'est pas juste parce qu'il a grandi, c'est parce qu'il a, appris à réguler ses émotions en étant accompagné. Ça je referai peut-être des petites vidéos, à ce sujet à d'autres moments. Mais pour en revenir à la situation, donc il n'arrive pas à s'arrêter, sentiment d'injustice, on rentre dans la maison. Il est toujours pas bien, j'exige, pareil, j'exige, j'essaye de reprendre le contrôle, qu'il aille se laver les mains. Je vais dans la salle de bain avec lui pour qu'il se lave les mains. Il se calme pas, il est pas bien, il continue à pleurer: Je suis laid». Il se voit dans le miroir: «Maman, je suis laid, ça va pas et tout, je comment on va faire?» Vraiment, là, je sens le désespoir, ça me fait de la peine, hein. J'avais de la peine aussi pour lui, mais activée. Et là, en fait, je vois qu'il n'arrive pas à se calmer et j'arrive pas à me calmer. Donc je prends la décision, je lui dis: «Écoute, je vais pas y arriver. Je suis emportée aussi par mes émotions. J'arrive pas là. Je vais aller plus loin. Je vais dans le salon. Si tu as besoin de moi, viens me voir. Mais là, il faut que je m'extrais parce que je vais pas être aidante pour toi. Et dans ces moments-là, ça aussi, c'est quelque chose que je partage beaucoup en coaching. C'est important quand vous sentez que si vous restez avec votre enfant, vous n'allez faire qu'accumuler votre rage, que faire sortir votre rage davantage sur votre enfant. Essayez de vous extraire. Quand les enfants sont très petits, ça peut être compliqué, parce qu'on peut pas les laisser seuls. Mais s'il y a votre partenaire, si, s'ils sont plus grands, vous partez de la situation et vous dites: «C'est pas de ta faute, mais là, moi, je suis emportée aussi par mes émotions. Il faut que je m'isole, il faut que j'aille plus loin parce que sinon, je vais pas t'aider, ça va être pire». Je suis partie dans le salon. Là, j'ai pris un verre d'eau et j'ai respiré là. J'étais plus dans l'enfermement de nos émotions, l'un l'autre et du coup, ça m'a apaisée tout de suite et ça aussi, ça se fait beaucoup avec le temps. Maintenant, j'y arrive parce qu'avec le temps, on comprend aussi comment on fonctionne nous avec nos émotions, les adultes, hein et on arrive à savoir ce qui nous fait du bien et comment fonctionner pour s'extraire et s'apaiser, et remettre en fait revenir à un seuil, émotionnel, à un seuil de colère, qui soit plus, «destructeur» entre guillemets et qui fasse plus de mal à l'autre. Parce que je le dis tout le temps, hein, mais nos émotions, elles nous appartiennent, hein. Si j'avais pas été activée dans cette situation, je serais restée sur sa peine, parce que c'est ça qu'il ressentait au fond, il était très peiné. Si j'avais pas été activée parce que ce sentiment de me sentir accusée, de me sentir fautive, et qu'il a le droit d'exprimer aussi, hein, j'aurais pu, continuer à écouter sa peine et j'aurais pas été en colère. Donc vraiment la colère, elle s'est, présentée, elle s'est manifestée parce que c'est venu me toucher à l'intérieur, c'est venu blesser quelque chose, mais qui en réalité n'a pas vraiment de rapport avec ce qu'il a dit, mais parce que quand on se sent fautif, quand on se sent, coupable, ça active de la colère. Mais lui, il avait le droit de ressentir de l'injustice par rapport au fait qu'il n'avait pas envie qu'on touche à ses cheveux, à son corps, à son physique, à son apparence. Je reviens sur, le fait que donc je me suis isolée, je me suis apaisée, c'est allé mieux et maintenant c'est rapide parce que, je comprends comment je fonctionne et ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on travaille en coaching parce que la colère c'est très dur à réguler, hein. Quand on est en plein dans notre colère, on a besoin nous aussi que ça sorte, hein, on a besoin d'évacuer pour passer à autre chose. Sauf que quand on est parent, quand on évacue, sur nos enfants en disant ou en faisant des choses qui sont terribles et qu'après on regrette, donc après vient s'empiler la culpabilité. Bon, on s'en sort pas, mais au fur et à mesure, on arrive petit à petit à pas se laisser complètement submerger et aller dans des colères disproportionnées. Parce que ça, avant, une situation comme ça, je peux vous dire, avant, il y a quelques années avec mes enfants, je serais partie en colère disproportionnée, où j'aurais dit des horreurs, j'aurais eu des gestes que je voulais pas avoir, j'aurais blessé mes enfants, dans les mots, mais aussi peut-être dans les gestes, hein. C'est déjà arrivé ça, hein, que je blesse, mais enfin que j'ai des gestes qui soient pas OK. Hem et donc j'ai pu m'apaiser et là, il revient sur le canapé toujours avec sa peine et son papa arrive et dit: «Mais qu'est-ce qui se passe, mon minou et tout, qu'est-ce qui se passe?» Et il lui dit, «Je suis laid» et cetera. Elle lui dit: «Mais mon cœur, regarde, tu as ton petit donuts, viens, je te mets devant la télé, tu vas avoir ton petit moment à toi».
Et à ce moment-là, mon fils lui dit: «Mais maman, elle veut pas que j'ai la télé». Et j'avais complètement oublié, en fait, que je lui avais fait cette menace. Et là, je dis: «Bah, maman, désolée, en fait, je t'ai dit ça, parce que je savais plus comment faire pour t'arrêter. Pardon, je suis désolée, mon cœur. J'étais emportée par ma colère. Mais bien sûr, que tu peux avoir ton temps d'écran, bien sûr». Et en fait, lui, dans la salle de bain, quand il a été seul aussi, il avait déjà pu commencer un peu à réguler, à s'apaiser. Et donc il était déjà moins actif sur le canapé. Et à ce moment-là, heu, l'idée d'avoir son petit moment à lui, ça l'a aidé à un peu s'apaiser. Il a ouvert ses bras, il a pris son papa dans les bras, il m'a dit: «Maman, viens». Il nous a pris dans les bras et il a fini de pleurer, je suis très émue quand je dis ça, de pleurer dans nos bras en disant, je sais plus ce qu'il a dit, mais il nous a pris dans les bras, il a fini d'évacuer sa peine et cetera. Et moi, j'ai pu finir de m'excuser, de dire: «Je suis désolée mon cœur, vraiment, je comprends, c'est ce que j'aurais dû dire depuis le début, je comprends, c'est, tu pas envie qu'on te coupe les cheveux. Et si on peut essayer de trouver une solution, plus tard pour, voir comment faire, on t'aidera pour ta coupe de cheveux». Et en fait, la réalité, c'est qu'il avait aussi très faim, et qu'il était très fatigué. Et donc l'effet, boule de neige, hein, qui fait que, ben, un petit truc comme ça devient énorme parce que j'ai aussi mes besoins physiologiques qui sont pas comblés et une peine réelle, hein, de se voir comme ça dans le miroir et de pas s'aimer. Heu, voilà. Et donc il a eu son petit moment à lui et cetera. Gros câlin papa, gros câlin maman. Mon mari aussi, il a eu un réflexe que j'adore parce que c'est pareil, on part de loin, tous les 2, on part de loin. On n'est pas des parents qui avons été écoutés dans nos émotions comme probablement beaucoup d'entre vous. On savait pas quoi faire avec les émotions. On était tout le temps dans le rapport de force quand il y avait des émotions qui nous plaisaient pas chez nos enfants ou des comportements qui nous plaisaient pas. On n'était pas à l'écoute, hein, on n'arrivait pas à accompagner ça. On a appris. Et lui, il a appris aussi. Il me dit: «Mais tu sais ce que je pense aussi? C'est vendredi. Peut-être qu'à midi, ils ont eu du poisson». Et il aime pas le poisson. Notre fils n'aime pas le poisson. Donc on lui a demandé: «Tu mangé quoi à la cantine à midi?» «Ah ben j'ai rien mangé, c'était pas bon, j'ai pas aimé». Donc depuis, le midi, il n'avait rien mangé jusqu'à l'heure, où on était arrivé à la maison, après le coiffeur, c'était, je sais pas, 18h15 par là. Et donc vous vous rendez compte le temps, ventre vide, fatigue, enfin voilà, besoins physiologiques non comblés égale explosion, égale on fonctionne pas bien. Plus voilà, la goutte d'eau qui fait déborder le vase avec, le coiffeur. Pour le coup là, je j'ai pas envie de dire la goutte d'eau parce que je pense que c'était plus qu'une goutte d'eau, c'était vraiment quelque chose qui l'a peiné. Et donc après, son petit temps d'écran, il revient nous voir. Et il nous refait un câlin, et il nous dit: «Bah, vous savez quoi? En fait, cette coupe de cheveux, je la trouve pas si mal». On a rigolé, franchement, c'était drôle. Heu Pourquoi je vous fais cette petite, vidéo? Parce que la morale de l'histoire, j'ai envie de dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'être parfait. Regardez, moi, je suis coach parental. Ça voudrait dire que alors c'est pas le cas, je vous le dis, hein, ça m'arrive régulièrement encore de me mettre en colère, de pas savoir quoi faire de mes émotions et de pas, accompagner comme je voudrais mes enfants, c'est OK. Mais ça dit surtout qu'on n'a pas besoin d'être parfait avec nos enfants. En fait, on a besoin de prendre conscience qu'on peut sortir du rapport de force vis-à-vis des comportements compliqués de nos enfants et vis-à-vis des émotions difficiles de nos enfants. Et si on n'arrive pas à le faire sur le coup, on a la possibilité de réparer. On a la possibilité de faire le pas de côté à froid. Quand on est à chaud, c'est difficile. Parfois, on n'arrive pas et c'est pas grave. Mais dites-vous, ça aussi, faut le retenir, c'est que nos émotions nous appartiennent et on n'a pas à faire subir nos émotions difficiles à nos enfants et c'est comme ça qu'on va leur apprendre qu'ils n'ont pas à nous faire subir leurs émotions difficiles et que petit à petit, ils vont apprendre à réguler leurs émotions sans s'en prendre à l'autre. Surtout la colère, parce que la colère, c'est l'émotion la plus difficile à réguler. Voilà. Est-ce que ça vous a aidé? Dites-moi. C'était voilà un petit partage, spontané avec une petite tranche de vie, de mon quotidien de maman. Hem Et si vous en voulez d'autres, vous me le dites aussi en commentaire. Ça me donnera peut-être l'idée de spontanément comme ça quand il arrive des petits événements, forts en prise de conscience et forts en partage, que je vienne vous les livrer ici. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.